Boa noite a todos. Bem-vindos na Noite das Ideias. Estamos muito felizes com esse grande sucesso, mais do que esperávamos, e muito obrigado à Fundação Gulbenkian mais uma vez por receber este evento. Je vais parler en français. Je pense que la session entière va se dérouler en français. Donc j'espère que vous avez suffisamment de casques pour la traduction. Et nous allons essayer de parler doucement pour que les interprètes puissent faire leur travail convenablement. Donc, je suis Vincent Brignol de l'ambassade de France, Institut français du Portugal. Nous avons l'honneur d'être avec le professeur Rui Vieira Neri, qui est un musicologue, comme vous le savez, et une grande figure de la culture au Portugal, et le professeur Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui est un spécialiste de la démocratie participative et des innovations démocratiques. Vous avez pu écouter le professeur Vieira Neri dans sa première conférence, et Loïc Blondiot parlera un peu plus tard dans cette soirée. Donc nous sommes ici pour dialoguer sur le thème de la citoyenneté européenne, avec la question « Quelle citoyenneté européenne? Que tipo de cidadania europeia ?» Donc je voudrais commencer juste en posant la question aux deux intervenants, en leur demandant peut-être qu'il faut commencer par définir ce qu'on entend par citoyenneté. Et pour cela, je veux juste jeter 2-3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est les droits et les devoirs du citoyen. Et le deuxième mot-clé, c'est le sentiment d'appartenance européen. Donc, qui veut commencer ? Donc merci pour cette invitation. Merci au professeur Vieira Neri de parler en français. Je pense que c'est mieux pour moi. Alors, moi, je vais traiter de cette question de la citoyenneté à partir d'un point de vue de sciences politiques. Je pense que de manière générale, on peut aborder cette question de la citoyenneté européenne sous deux angles. Sous l'angle de la culture, de l'identité, ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire en se posant la question de quel est l'attachement commun des citoyens à des valeurs, à une histoire qui serait finalement qui constituerait ce sentiment d'appartenance à la citoyenneté européenne. Mais moi, ce n'est pas cet aspect-là que je vais traiter. Pour moi, quand on parle de citoyenneté européenne, on parle de la possibilité pour les citoyens d'influencer la décision. On parle d'un processus politique. Et pour moi, il n'y a pas aujourd'hui de citoyenneté européenne. Au sens où pour qu'il y ait citoyenneté, il faut non seulement que les citoyens aient des droits, la possibilité de faire valoir leurs intérêts, leurs opinions, leurs demandes auprès des autorités, mais il faut aussi qu'ils aient la garantie que leur voix pourra avoir une influence sur le processus de décision. Or, aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité pour les citoyens, les simples citoyens, d'avoir une influence sur le processus de décision. Et pire encore, l'Union européenne est devenue aujourd'hui une forme de symbole de non-démocratie, une forme de déni de démocratie. Alors les exemples, ils sont nombreux. En France, nous avons été traumatisés collectivement en 2005 par le fait que le référendum sur le traité constitutionnel européen n'a pas été pris en compte par les autorités politiques européennes, et on a fait comme si les Français avaient accepté, alors qu'ils ont voté non à ce traité constitutionnel européen. Il me semble que l'exemple grec est un exemple aussi très intéressant. Vous avez le peuple grec qui se prononce par référendum contre une politique d'austérité, et cette politique leur est imposée. Et le gouvernement grec aujourd'hui est sous tutelle, finalement, d'autorités qui n'ont pas été désignées de manière démocratique. Et il me semble aussi que le Brexit
qui a souvent été considéré comme un acte totalement irrationnel, contient dans sa signification, en tout cas la signification que les Anglais ont voulu donner à ce Brexit, l'idée qu'ils voulaient pouvoir encore avoir une influence. Les Anglais, en tant que peuple, voulaient encore être souverains. Il y a une dimension politique au vote pour le Brexit que l'on aurait tort de négliger. Comment l'Union européenne est-elle devenue aujourd'hui une forme de négation de la démocratie? Je pense qu'il faut s'interroger, et après je laisserai la parole, sur deux choses, sur l'histoire de ce projet politique. C'est une histoire qui est technocratique, en fait. Ce sont des élites rationnelles, qui ont pensé que l'Union européenne était bonne pour l'économie, était bonne pour la paix, était bonne pour le peuple. Mais à aucun moment, ou en tout cas avant les années 70, au moment où il y a eu quelques référendums, le peuple a été associé véritablement à ce projet politique. Et puis deuxième chose qui complique énormément les choses, ce qu'on appelle la gouvernance européenne. La gouvernance européenne au sein de l'Union européenne, c'est le Parlement européen, c'est la Commission européenne, mais c'est aussi tout un ensemble d'institutions qui ne sont pas des institutions démocratiques. Ce sont des pouvoirs non élus. La Banque centrale européenne, qui est peut-être aujourd'hui l'institution qui a le plus d'influence sur nos vies, qui a finalement permis de sauver l'euro. La Banque centrale européenne est un pouvoir non élu. Les citoyens n'ont aucune prise sur ces pouvoirs. Et donc il y a un double déficit. Un déficit de lisibilité. Comment comprendre un système aussi compliqué, alors même que l'on sait que le Parlement européen a une influence très faible dans la décision politique. Et deuxième chose, un déficit aussi de crédibilité, au sens où les citoyens ont le sentiment qu'ils ne pourront jamais avoir une influence sur une architecture aussi compliquée. Bon, je ne suis ni juriste ni sociologue, mais en tout cas, dans tout ce que vous avez dit, il y a des aspects avec lesquels je suis tout à fait d'accord, mais quand même, il y a des nuances que je voudrais peut-être introduire. D'abord, le fait que ce n'est pas seulement le problème de l'Union européenne elle-même, c'est le problème des États aussi. Donc, les problèmes que l'on ressent au niveau européen sont des problèmes qui se ressentent aussi au niveau de chaque pays. Donc, de quelle façon notre système représentatif nous représente encore? De quelle façon est-il capable d'incorporer cette nouvelle réalité qui manifestement déplaît aux élites? Cette idée de que le citoyen ordinaire peut avoir quelque chose à dire sur les sujets qu'il concerne. Donc, ce n'est pas seulement... Disons que, point de vue formel, il y a une légitimité de l'Union européenne qui vient du fait que les gouvernements qui sont représentés sont élus démocratiquement, et donc il y aurait donc une espèce de hyper-représentation de cette légitimité de chaque pays. En fait, puisque dans chaque pays même, cette représentation est loin d'être légitime, de se légitimer dans des termes contemporains, car les gens ressentent comme les siens, donc il y a une illégitimité qui commence dans chaque pays. Et alors c'est une lutte, disons, à deux niveaux. Et il ne faut pas démoniser l'Union européenne sans transformer le système représentatif. Vous, d'ailleurs, vous avez écrit quelques pages très intéressantes à ce sujet. Ce n'est pas un choix entre papa et maman, donc ce n'est pas un choix simple entre un système représentatif traditionnel ou un système participatif. C'est un mélange difficile à établir entre les deux, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire, les technologies sont là, les réseaux sociaux sont là, cette possibilité nouvelle qu'ont les citoyens d'exprimer leurs pensées, qu'elles soient, entre guillemets, irrationnelles ou pas, c'est une donnée qui ne va pas disparaître, même si les élites n'aiment pas tellement ça. Et donc,
il faut trouver des réponses dans le cadre du système représentatif, parce qu'on ne peut pas se passer du système représentatif, comme d'ailleurs vous avez très profondément expliqué. On ne peut pas se passer du système représentatif, c'est-à-dire cette médiation, cette possibilité de prévoir des mesures et des politiques de longue durée qui ne dépendent pas nécessairement de cette influence sondagère quotidienne est importante. Il y a un délai de décision qui doit être disons, renvoyé à ces institutions, mais en même temps, il y a un besoin de contrôle et des moyens de contrôle qui n'existaient pas avant et dont on peut se servir. Donc, on a tous les moyens pour établir tout un réseau de nouvelles institutions, mais je n'aime pas tellement le mot institution parce que ce n'est pas nécessairement un système formel. C'est-à-dire, ce sont des initiatives collectives, des réseaux informels qui se transforment, une espèce de mosaïque en évolution permanente, et c'est cette dynamique même qui peut transformer et régénérer d'une certaine façon notre système politique dont nous ne voulons pas nous passer. Cependant, j'aimerais quand même élargir le champ de notre conversation à ce premier sujet que vous avez écarté, donc cet élément culturel. Ce fait que une partie de cette question a beaucoup à voir avec ce réseau d'identité qui est l'Europe finalement. Et il serait tout à fait erroné de croire que c'est un problème nouveau. En fait, si l'on regarde l'histoire de l'Europe avec une perspective, disons, post-coloniale, une perspective de réévaluation de ce qu'a été l'histoire universelle, hors de cette perspective eurocentrique traditionnelle, on voit qu'il y a des apports fondamentaux des autres cultures à la culture européenne tout au long de son histoire. Que ce n'est pas une invention pure, isolée, cette espèce de quartier d'Amélie où il n'y a pas de gens de couleur, où il n'y a pas d'autres religions, où tout est la vieille France péterniste. En fait, l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de négociation, d'échanges, parfois violentes, et il faut aussi assumer ça, parfois violentes, parfois cruelles, parfois, disons même criminelles dans certains cas, mais en tout cas des échanges permanents avec d'autres cultures. Et donc il y a une dette de l'Europe vers les autres cultures qu'il faut reconnaître comme un principe qui nous aide à reconnaître le rôle que les différentes communautés ont aujourd'hui dans le contexte de la citoyenneté. Parce que ce n'est pas une question purement juridique, ce n'est pas seulement une question de donner des garanties formelles de citoyenneté, parce que ces garanties-là ne représentent rien s'il n'y a pas une interaction avec ces communautés, s'il n'y a pas une espèce de protagonisme rotatif, pour ainsi dire, ou partagé entre ces différentes communautés, leurs traditions. Et là, mon côté de musicien et mon expérience de projet d'intégration sociale à partir de la musique m'a prouvé que, du fait que la musique est un langage pas nécessairement universel, mais en tout cas plus facile à gérer sans frontières, sans barrières, cet échange culturel direct, cet engagement des gens non seulement dans la fruition, mais aussi dans la création artistique, avec leurs traditions, avec leurs apports, en stimulant leur curiosité envers les autres cultures, en stimulant des expériences de fusion, de mélange, de rejet peut-être, mais un rejet qui est basé sur la connaissance de l'autre. C'est-à-dire, on ne veut pas arriver à une espèce de pâte uniforme culturelle où tout serait mélangé. On est très heureux de ce mosaïque de culture, mais il faut que ce mosaïque de culture soit aussi une base du système politique. Et là, je crois que
finalement, la question juridique ou politico-juridique ne peut pas être séparée de cette question d'interaction culturelle sur le terrain. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on a ce constat et cette limite aujourd'hui de la démocratie européenne que, effectivement, nous ne pouvons penser d'espace public démocratique qu'en référence à ce qu'on appelle une communauté imaginée qu'est la nation. En fait, la nation s'est imposée comme à la fois un lieu d'appartenance, mais aussi un lieu où on pouvait exercer efficacement ses droits. Et on pouvait effectivement faire de la politique et éventuellement aussi se battre les uns contre les autres, mais dans cet espace-là. Au niveau européen, on n'a rien de tel. On n'a pas d'espace public de discussion à l'échelle européenne. On voit bien comment les acteurs politiques nationaux, les gouvernants, jouent un double jeu. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions au niveau européen. Ils ont encore la possibilité d'agir au niveau européen. Et puis, lorsqu'ils reviennent dans l'espace national, ils font comme si ça n'était pas eux qui ont pris les décisions. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne permettent absolument pas de comprendre ce qui se joue à l'échelle de l'Union européenne. Il y a un manque de pédagogie, finalement, sur ce que sont les contraintes de cet espace public et de cet espace de gouvernement qu'est l'espace européen. Et effectivement, les acteurs politiques nationaux entretiennent cette opacité, finalement, de la décision européenne. Pour eux, elle est très fonctionnelle, parce que tout ce qui va mal, ils peuvent dire que c'est l'Europe, alors que l'Europe, c'est eux. Et effectivement, tout ce qui va bien, c'est eux, et ils l'ont obtenu à partir d'une perspective nationale. Donc pas d'espace public, pas de responsabilité, finalement, politique à l'échelle européenne. Et ça, c'est, à mon avis, un vrai problème. Alors les solutions, me semble-t-il, quelles sont-elles ? Il y a cette solution qui consisterait, qu'a proposé Jürgen Habermas, c'est de dire c'est ce qu'il appelle le patriotisme constitutionnel. Il faut que les citoyens s'approprient le projet politique européen, considèrent que ce projet politique est précieux, il est unique, c'est celui de la démocratie, et effectivement, il faut qu'ils adhèrent à ce projet. Mais on voit bien que c'est vraiment extrêmement difficile. Je pense qu'il y a des solutions plus pragmatiques, plus petites. Je pense que si on votait le même jour, au moment des élections européennes, sur des listes comme l'a proposé par exemple Yanis Varoufakis, avec des partis politiques transversaux, ça pourrait changer les choses. Avec Thomas Piketty et d'autres intellectuels, on a signé une pétition cette semaine pour demander, par exemple, c'est une toute petite chose, mais c'est important, que la nomination du numéro 2 de la Banque Centrale Européenne se fasse selon un processus d'audition publique devant le Parlement, pour introduire un peu de transparence sur le fonctionnement de l'Union européenne. Des toutes petites choses, mais qui me paraissent absolument essentielles. Mais bon, je vois. Et puis, dernière chose, si l'Europe aimait vraiment la démocratie, elle serait beaucoup plus ferme à l'égard de la Pologne, à l'égard de la Hongrie. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en acceptant cette dérive autoritaire d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, l'Autriche bientôt, et puis en privilégiant des logiques technocratiques sur des logiques démocratiques ou des logiques politiques, l'Europe est en train de creuser finalement sa propre tombe. Comme il nous reste plus de temps, on est obligé de conclure. Je vous donne juste la parole au professeur, juste pour quelques mots de réaction sur ces termes-là et de conclusion, s'il vous plaît. Je voudrais seulement dire, parce que je ne serais pas très confortable si je ne le ferais pas, que j'ai des doutes sur la bonté généreuse du Brexit. C'est convenable pour un discours et ça va. Mais si on ôte les votes racistes, xénophobes, qui ont quand même voté pour le Brexit sans ces intentions si nobles, on ne parlerait pas de Brexit. Alors quand même, il y a des nuances qu'il faudrait introduire. Mais ça serait le sujet pour un autre débat. Merci. C'est trop court. Merci beaucoup. Et effectivement, comme c'est trop court,
Vous pouvez retrouver Loïc Blondieu un peu plus tard dans le programme et aussi certains aspects, Madame Johanna Siméan qui est ici, a certains aspects qui se recoupent un petit peu sur la citoyenneté et la démocratie. Merci. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers,